Le matin du 15 mars 1859, une rumeur traverse les rues poussiéreuses de Port-au-Prince comme une traînée de poudre. La marquise Éléonore de Saint-Domingue vient de mourir dans sa vaste plantation, à l'âge de 53 ans. La nouvelle ne surprend personne, sa santé déclinait depuis des mois, mais ce qui suit provoque un véritable séisme dans toute la région. Le notaire maître Augustin Lefebvre arrive au domaine 2 jours après le décès. C'est un homme austère qui a vu défiler des centaines de testaments dans sa longue carrière, mais celui-ci le trouble profondément. Il convoque les 4 fils du marquis défunt, Édouard, l'aîné de 32 ans, Philippe et Julien, les jumeaux de 28 ans, et le benjamin Charles, 24 ans. Tous s'attendent à hériter de la fortune considérable de leur belle-mère. Mais maître Lefebvre prononce une phrase qui glace l'assemblée. « Messieurs, avant de procéder à la lecture du testament, je dois insister sur la présence d'une 5e personne. Sans elle, je ne peux légalement ouvrir le document. » Édouard fronce les sourcils. « Une 5e personne? De qui parlez-vous » Le notaire ajuste ses lunettes. De l'esclave Adébayo, qui gérait les comptes de la plantation. Un silence de plomb s'abat sur le salon. Les 4 frères échangent des regards incrédules. Adébayo, ce noir de 35 ans qui s'occupait des registres et de la correspondance de la marquise. Lehmann, Esveus, lisez, Esveus. Celui qui savait lire, écrire et calculer mieux que la plupart des Blancs de la région. Philippe se lève brusquement. C'est une plaisanterie. Un esclave n'a rien à faire lors de la lecture d'un testament familial. Maître Lefebvre reste impassible. Les dernières volontés de la marquise sont formelles. Je dois respecter ses instructions à la lettre. Adébayo arrive 1 heure plus tard, escorté par 2 domestiques. Il marche la tête haute, contrairement aux autres esclaves qui baissent généralement les yeux devant les Blancs. Son regard intelligent balaye le salon somptueux où il n'a jamais été admis auparavant. Il porte des vêtements simples mais propres, et ses mains trahissent davantage l'habitude de tenir une plume que de manier la houe. Sa présence dans la plantation a toujours suscité des interrogations. Comment un esclave en était-il venu à gérer les finances d'une des propriétés les plus riches de Saint-Domingue? Pourquoi la marquise lui avait-elle accordé une telle confiance? Les rumeurs couraient depuis des années, mais personne n'osait questionner ouvertement les choix d'Éléonore. Charles, le plus jeune des frères, observe Adébayo avec curiosité. Il se souvient des rares occasions où il a aperçu cet homme, toujours penché sur des livres de comptes dans le bureau de la marquise, discutant avec elle de chiffres et de stratégies commerciales comme s'ils étaient égaux. Maître Lefebvre ouvre le pli scellé. Nous pouvons commencer. Les premières lignes du testament concernent des legs mineurs, quelques bijoux pour les domestiques fidèles, une somme modeste pour l'église locale. Puis le notaire arrive au passage principal. Sa voix tremble légèrement en lisant « Je lègue l'intégralité de ma fortune personnelle, incluant la plantation de 3000 hectares, les bâtiments, les équipements, les comptes bancaires et tous mes biens mobiliers et immobiliers à Adébayo, fils d'Abéna. En outre, je lui accorde sa liberté totale et inconditionnelle, ainsi que tous les documents nécessaires pour établir son statut d'homme libre. » Le silence qui suit est assourdissant. Édouard devient écarlate. Philippe renverse sa chaise en se levant. Julien reste pétrifié, la bouche ouverte. Charles secoue la tête, incapable d'y croire. Adébayo lui-même semble frappé par la foudre. Ses yeux s'écarquillent et sa respiration s'accélère. Il n'était pas au courant. Il ne comprend pas. Pourquoi lui? Édouard est le premier à retrouver sa voix. C'est impossible. Ce testament est un faux. Cette femme était sénile, manipulée par cet esclave rusé qui a su profiter de sa faiblesse. Maître Lefebvre lève la main. J'ai rédigé ce document il y a 3 ans, messieurs. La marquise était en pleine possession de ses facultés mentales. J'ai pris toutes les précautions légales nécessaires. Ce testament est parfaitement valide. Philippe s'approche d'Adébayo, le visage déformé par la rage. Qu'est-ce que tu lui as fait? Quelle pratique de sorcellerie as-tu utilisée pour ensorceler notre mère? Adébayo recule d'un pas. Je ne lui ai rien fait. Je ne savais pas. Je vous le jure, je ne savais rien de tout cela. Menteur, hurle Julien.
Tu as manigancé tout cela depuis le début. Tu t'es infiltré dans sa confiance. Tu l'as manipulé. Maître Lefebvre tape du poing sur la table. Messieurs, je vous rappelle que cet homme est désormais un homme libre et propriétaire légitime de ses terres. Toute violence à son encontre constituera un crime passible de poursuite. Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Adebayo n'est plus un esclave qu'on peut fouetter ou tuer impunément. Il est protégé par la loi. Les 4 frères comprennent qu'ils ne peuvent plus recourir à la violence directe. Mais Édouard n'a pas dit son dernier mot. Nous allons contester ce testament devant les tribunaux. Nous allons prouver que notre mère a été manipulée, qu'elle n'était pas saine d'esprit, que cet arrangement est contraire à la morale et aux bonnes mœurs. Le notaire range ses documents. Vous êtes libre de contester, mais je dois vous informer que la marquise a également déposé une lettre explicative auprès de mon étude. Elle sera rendue publique si vous engagez une procédure judiciaire. Elle y explique en détail les raisons de sa décision. Cette menace fait hésiter Édouard. Que peut bien contenir cette lettre? Quel secret la marquise a-t-elle décidé de révéler après sa mort? Que peut bien contenir cette lettre? La nouvelle du testament scandaleux se propage comme un incendie à travers Saint-Domingue. Dans les salons, sur les marchés, dans les plantations voisines, on ne parle que de cela. Une marquise blanche léguant toute sa fortune à un esclave noir, c'est du jamais vu. C'est une insulte à l'ordre social établi. C'est une révolution silencieuse qui menace les fondements même de la société coloniale. Les 4 frères engagent le meilleur avocat de la région, maître Rémy Fontaine, connu pour sa férocité dans les procès d'héritage. Leur stratégie est simple, démontrer qu'Adebayo a exercé une influence indue sur la marquise, qu'il a profité de sa position privilégiée pour la manipuler, mais il se heurte rapidement à un problème majeur. Personne ne peut témoigner d'un comportement inapproprié d'Adebayo. Au contraire, tous les domestiques interrogés confirment qu'il a toujours été respectueux, distant même. Il ne cherchait jamais à s'imposer, ne profitait pas de sa position. Il accomplissait son travail avec une compétence remarquable, sans plus. Maître Fontaine élargit son enquête. Il interroge les voisins, les fournisseurs, les clients de la plantation. Tous racontent la même chose. Adebayo était un gestionnaire hors pair qui a considérablement amélioré les rendements de la propriété. La marquise le traitait avec respect, mais rien ne suggérait une relation déplacée. Frustrés par ces impasses, les frères se tournent vers une autre piste. Ils engagent des détectives privés pour fouiller dans le passé d'Adebayo et de la marquise. Ils veulent comprendre le lien qui unissait ces 2 êtres si différents. Ils sont convaincus qu'un secret se cache derrière ce testament extraordinaire. Eh bien, Degvi, Laf, le détective Lucien Garnier, est un homme méthodique qui a fait sa réputation en résolvant des affaires complexes. Il commence par retracer la vie d'Adebayo. L'esclave a été acheté par la marquise il y a 20 ans, alors qu'il n'était qu'un enfant de 14 ans. Il venait d'une autre plantation de la région, appartenant à une certaine Abena, décédée peu avant la transaction. Garnier se rend dans cette ancienne propriété, désormais en ruine. Et les quelques vieux esclaves qui y travaillent encore se souviennent vaguement d'Abena. C'était une femme de chambre qui avait servi dans plusieurs grandes maisons avant d'acquérir sa liberté et d'acheter une petite parcelle de Proantfaux, de Corme, terre. Elle élevait seule un enfant, Adebayo, qu'elle chérissait plus que tout. Un détail intrigue le détective. Abena avait été la femme de chambre personnelle de la marquise Éléonore pendant plusieurs années, avant que celle-ci n'épouse le marquis de Saint-Domingue. Mais pourquoi avait-elle quitté ce poste? Pourquoi la marquise l'avait-elle laissé partir? Garnier fouille plus profondément. Il découvre dans les archives notariales qu'Abena a reçu une somme considérable en quittant le service de la marquise. Assez d'argent pour acheter sa liberté et une petite propriété. Pourquoi une simple femme de chambre aurait-elle reçu une telle fortune? Le détective retourne voir les vieux esclaves. L'un d'eux, un homme de 80 ans presque aveugle, se souvient d'une rumeur qui circulait à l'époque. Abena aurait élevé un enfant qui n'était pas le sien. Un enfant aux traits trop clairs pour être celui d'une africaine pure. Un enfant qu'elle protégeait avec une férocité inhabituelle.
Garnier présente ses découvertes aux 4 frères. « Messieurs, je crois que nous touchons à quelque chose. Cet enfant qu'Abena élevait n'était peut-être pas son fils biologique. » Charles, le plus réfléchi des frères, comprend immédiatement. « Vous suggérez qu'Adebayo serait l'enfant d'Éléonore ?» Le détective hoche la tête. C'est une hypothèse à explorer. Pourquoi sinon aurait-elle payé si cher pour que cette femme de chambre parte avec l'enfant? Pourquoi aurait-elle racheté ce même enfant 28 ans plus tard? Édouard ricane. C'est absurde. Notre mère était une femme de la haute société. Elle ne se serait jamais abaissée à avoir une relation avec un esclave. Ah, mais Maître Fontaine voit les implications légales. Si Adebayo est le fils biologique de la marquise, cela change tout. Un fils naturel peut légalement hériter, surtout s'il est reconnu dans un testament. Notre contestation s'effondrerait. Les frères engagent d'autres détectives pour vérifier cette théorie. Ils fouillent dans le passé d'Éléonore, interrogent les anciennes domestiques, recherchent des témoignages sur sa jeunesse. Et progressivement, une histoire extraordinaire se dessine. Éléonore Lavergne est née en 1806 dans une famille aristocratique française installée à Saint-Domingue. Son père, le comte Lavergne, possédait plusieurs plantations et faisait partie de l'élite coloniale. Sa mère, issue d'une lignée noble, s'occupait de maintenir les apparences et les relations sociales nécessaires à leur rang. La jeune Éléonore grandissait dans un monde rigide où chaque geste était codifié. Elle devait se comporter comme une jeune fille de bonne famille, apprendre les bonnes manières, la musique, la broderie. Son avenir était tracé. Elle épouserait un homme de son rang, lui donnerait des héritiers et perpétuerait ainsi la lignée et la fortune familiale. Mais Éléonore n'était pas une jeune fille ordinaire. Elle aimait lire, s'intéressait aux affaires de la plantation, posait des questions embarrassantes sur l'esclavage et la condition des Noirs. Son père la réprimandait constamment pour ses idées progressistes, inadaptées à une femme de son statut. Un détective retrouve une ancienne domestique, aujourd'hui âgée de 70 ans, qui a servi dans la maison Lavergne. Cette femme, Marguerite, se souvient parfaitement de la jeune Éléonore. C'était une rebelle dans l'âme, malgré les apparences. Elle détestait l'injustice, ne supportait pas de voir les esclaves maltraités. Marguerite révèle un fait troublant. En 1827, quand Éléonore avait 21 ans, elle s'est soudainement absentée pendant presque un an. Officiellement, elle était partie parfaire son éducation à Paris. Mais Marguerite soupçonne qu'il y avait autre chose. Elle est revenue changée, raconte la vieille domestique, plus silencieuse, plus triste, comme si quelque chose en elle s'était brisé. Et 3 mois après son retour, on l'a mariée au marquis de Saint-Domingue. Garnier reconstitue patiemment le puzzle. Il retrouve d'autres témoins qui ont vécu à cette époque. Une vieille couturière se souvient avoir confectionné des robes pour la jeune Éléonore avant son départ pour Paris. Elle pleurait tout le temps. Sa mère était furieuse, son père menaçant. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Un ancien contremaître de la plantation Lavergne, aujourd'hui retiré, accepte finalement de parler après avoir reçu une somme d'argent conséquente. Il révèle un secret gardé pendant plus de 30 ans. Il y avait un esclave, Tound, un Yoruba intelligent et fier, qui travaillait aux écuries. La jeune Éléonore venait souvent monter à cheval, et elle passait beaucoup de temps avec lui. Trop de temps. Les domestiques ont commencé à jaser. Le contremaître baisse la voix, comme si les murs pouvaient encore l'entendre. Un jour, la mère d'Éléonore les a surpris ensemble, dans les écuries. Ils s'embrassaient. C'était un scandale monumental. Le lendemain, Tound avait disparu, vendu, selon la version officielle, à une plantation du Sud. Mais certains murmuraient qu'il avait été exécuté pour avoir osé toucher une jeune femme blanche. Personne ne l'a jamais revu. Quant à Éléonore, elle a été enfermée dans sa chambre pendant des semaines. Ses parents surveillaient chacun de ses mouvements. Et puis, en février 1828, elle a commencé à montrer des signes de grossesse. La catastrophe était complète. Le comte Lavergne a agi rapidement pour étouffer le scandale. Il ne pouvait pas laisser sa fille unique donner naissance à un enfant métis à Saint-Domingue. Les rumeurs détruiraient la réputation de toute la famille. Il a organisé le voyage à Paris
en prétextant que sa fille devait parfaire son éducation dans les meilleurs salons parisiens. Éléonore est partie en mars 1828, accompagnée de sa femme de chambre Abena, en qui la comtesse avait une confiance absolue. Les détectives retrouvent des traces de leur séjour à Paris. Elles ont vécu discrètement dans un quartier éloigné, loin des cercles aristocratiques. Éléonore a accouché en novembre 1828 d'un garçon au teint clair pour un métis, mais dont les traits révélaient indéniablement une ascendance africaine. La comtesse Lavergne avait donné des instructions précises à Abena. L'enfant devait disparaître. Il devait être placé dans un orphelinat, ou mieux encore, confié à une famille qui ignorerait ses origines. Éléonore ne devait plus jamais le revoir. Mais Éléonore a refusé. Malgré sa douleur, malgré les pressions, elle ne pouvait se résoudre à abandonner son fils. Elle a supplié Abena de garder l'enfant, de l'élever comme le sien. En échange, elle lui a promis une somme considérable et la liberté. Abena a accepté. Elle aimait profondément sa jeune maîtresse et comprenait sa souffrance. Elle a pris l'enfant et est revenue à Saint-Domingue quelques mois avant Éléonore, prétendant avoir donné naissance pendant son séjour à Paris. Éléonore est rentrée en 1829, le cœur brisé mais contrainte au silence. Son père lui a présenté un ultimatum. Elle épouserait le marquis de Saint-Domingue, un veuf de 40 ans, riche et influent, où elle serait déshéritée et envoyée dans un couvent pour le reste de sa vie. Le marquis cherchait une épouse jeune qui pourrait lui donner un héritier et gérer sa maison. Il ne s'intéressait pas particulièrement à Éléonore en tant que personne. C'était un arrangement purement pratique, mais il y avait un hic. Le marquis avait 4 fils illégitimes d'une relation avec une femme de la région, qu'il n'avait jamais épousée parce qu'elle était de rang social inférieur. Ces 4 garçons vivaient dans sa propriété et il les considérait comme ses héritiers, même s'ils n'avaient pas de statut légal. Le mariage a été célébré en juin 1829. Éléonore portait une robe blanche magnifique, mais ceux qui l'ont vue ce jour-là se souviennent de son visage vide d'émotion. Elle était comme une morte vivante, accomplissant mécaniquement les gestes qu'on attendait d'elle. Le marquis n'a jamais partagé sa couche. Il avait obtenu ce qu'il voulait, une épouse présentable pour les réceptions officielles. Il continuait sa vie dissolue avec sa maîtresse et d'autres femmes. Éléonore lui était indifférente. Cette situation convenait paradoxalement à Éléonore. Elle n'avait aucun désir d'intimité avec cet homme qu'elle n'aimait pas. Elle gérait la maison, organisait les réceptions, accomplissait ses devoirs sociaux, et elle vivait dans une solitude absolue. Pendant ce temps, Abena élevait le petit Adébayo sur sa modeste propriété. Elle lui apprenait à lire et à écrire, lui transmettait son intelligence et sa dignité. L'enfant grandissait sans savoir qui était vraiment sa mère. Éléonore, de son côté, suivait de loin le développement de son fils. Elle envoyait régulièrement de l'argent à Abena, s'assurait que l'enfant ne manquait de rien, mais elle ne pouvait pas le voir. C'était trop dangereux, trop douloureux. En 1855, Abena est tombée gravement malade. Sentant sa fin proche, elle a écrit à Éléonore pour lui demander ce qu'elle devait faire de l'enfant, devenu un jeune homme de 27 ans. Elle ne voulait pas mourir sans s'assurer qu'il serait protégé. Éléonore a alors pris une décision audacieuse. Elle a racheté Adébayo, officiellement comme esclave de sa plantation. Personne ne pouvait questionner l'achat d'un esclave par une marquise, mais en réalité, elle voulait simplement l'avoir près d'elle, le protéger, le connaître enfin. Le marquis était mort 2 ans plus tôt, en 1853, laissant Éléonore seule maîtresse de la plantation. Ses 4 fils illégitimes vivaient toujours sur le domaine, se considérant comme les héritiers naturels, mais elle n'avait aucune obligation légale envers eux. Quand Adébayo est arrivé, Éléonore a été bouleversée. Il ressemblait tellement à Tund, les mêmes yeux intelligents, le même port de tête fier. Elle a découvert qu'il savait lire, écrire et calculer grâce à l'éducation qu'Abena lui avait donnée. Elle lui a confié la gestion des comptes de la plantation, non pas par sentimentalisme, mais parce qu'elle reconnaissait ses compétences. Et aussi parce que cela lui permettait de passer du temps avec lui, même si elle ne pouvait pas révéler leur véritable lien. Pendant 4 ans, de 1855 à 1859,
Éléonore et Adebayo ont travaillé ensemble quotidiennement. Ils discutaient des récoltes, des investissements, des stratégies commerciales. Adebayo a transformé la gestion de la plantation, introduisant des méthodes modernes, optimisant les rendements. Les 4 fils du marquis observaient cette relation avec méfiance et jalousie. Pourquoi cette femme accordait-elle tant de confiance à un esclave? Pourquoi le traitait-elle presque comme un égal? Mais il ne pouvait rien dire. Éléonore était la propriétaire légale, et elle faisait ce qu'elle voulait. Adebayo, de son côté, ne comprenait pas non plus. Il était reconnaissant de cette opportunité unique, mais il sentait quelque chose d'étrange dans le regard de la marquise. Une tristesse profonde, une affection inexplicable. Parfois, il la surprenait en train de le regarder avec des larmes dans les yeux. Il n'a jamais osé questionner. Il accomplissait son travail avec excellence, respectait scrupuleusement les limites imposées par leurs positions sociales respectives. Mais il sentait un lien invisible qui les unissait, sans pouvoir l'identifier. Éléonore savait qu'elle ne vivrait pas éternellement. Sa santé déclinait. Elle devait prendre une décision sur l'avenir de son fils. Elle ne pouvait pas le laisser esclave après sa mort. Elle ne pouvait pas permettre que les 4 parasites qui se prétendaient ses beaux-fils héritent de tout ce qu'elle avait construit. Elle a consulté Maître Lefebvre en secret, en 1856. Elle voulait rédiger un testament qui garantirait la liberté et l'avenir d'Adebayo. Le notaire a tenté de la dissuader, lui expliquant le scandale que cela provoquerait. Mais Éléonore était déterminée. « Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi », a-t-elle dit au notaire. « J'ai renoncé à l'homme que j'aimais. J'ai abandonné mon fils. J'ai épousé un homme que je méprisais. Je n'ai jamais été libre de mes choix. Mais après ma mort, je serai enfin libre, et mon fils le sera aussi. » Éléonore a passé des mois à rédiger la lettre qui accompagnait son testament. Elle y racontait toute son histoire, sans rien omettre. Son amour pour Tund, la grossesse, le voyage à Paris, l'arrangement avec Abena, le mariage forcé avec le marquis. Elle expliquait pourquoi les 4 fils du marquis n'avaient aucun droit sur sa fortune. Ils n'étaient pas ses enfants. Elle n'avait jamais été leur mère, ni légalement ni affectivement. Le marquis les avait imposés dans sa maison, mais elle ne leur devait rien. En revanche, Adebayo était son fils biologique, son unique enfant, celui qu'elle avait porté dans son ventre, celui qu'elle avait dû abandonner à sa naissance, celui qu'elle avait pleuré pendant presque 30 ans. Elle avait le droit de lui léguer ses biens. La lettre contenait aussi des détails que seule une mère pourrait connaître. Une petite cicatrice au-dessus du genou gauche d'Adebayo, due à une chute quand il avait 3 ans, un grain de beauté sur son épaule droite, des informations qu'Abena lui avait transmises au fil des années. Éléonore a scellé cette lettre et l'a confiée à Maître Lefebvre avec des instructions précises. Elle ne devait être ouverte que si les 4 fils contestaient le testament. Elle espérait qu'ils accepteraient sa décision sans chercher à comprendre, mais elle se préparait au pire. Lorsque les détectives révèlent leur découverte aux 4 frères, la réaction est explosive. Édouard refuse catégoriquement d'accepter la vérité. Philippe perd tout contrôle de lui-même. Julien sombre dans un silence pesant, tandis que Charles est le seul à montrer des signes d'acceptation progressive de cette réalité bouleversante. Maître Fontaine, leur avocat, leur expose clairement les enjeux. S'ils poursuivent la contestation devant les tribunaux, la lettre d'Éléonore sera lue publiquement. Toute la région découvrira qu'ils ne sont que les fils illégitimes du marquis, que leur statut social repose sur du mensonge. En revanche, si Adebayo hérite sans opposition, le scandale finira par s'éteindre naturellement. Mais Édouard, aveuglé par son orgueil blessé, refuse cette solution pragmatique. Il exige un procès, quelles qu'en soient les conséquences pour sa réputation. Ses frères tentent vainement de le raisonner. En juillet 1859, le procès se tient devant un tribunal bondé. Maître Lefebvre lit la lettre d'Éléonore à haute voix. Le silence qui suit la lecture est absolu, presque palpable. Puis les murmures commencent, se transformant rapidement en vagues de stupéfaction qui parcourent l'assistance. L'histoire de la marquise et de son amour, interdit pour un esclave, se répand comme une traînée de poudre dans toute Saint-Domingue.
Les réactions sont divisées. Certains condamnent sévèrement cette transgression des barrières raciales, d'autres saluent le courage posthume d'Éléonore. Adébáyọ̀ découvre la vérité lors de ce procès. Il comprend enfin pourquoi Éléonore le regardait avec tant de tristesse, pourquoi elle versait parfois des larmes inexplicables en sa présence. La douleur qui l'envahit est immense. Pendant 4 années, il a vécu aux côtés de sa mère sans le savoir. Ils auraient pu se parler librement, créer de vrais souvenirs ensemble. Mais même après la mort du marquis, même dans l'intimité de leur conversation quotidienne, elle n'a jamais osé briser le silence imposé par les conventions sociales. Le juge examine minutieusement le dossier. Légalement, le testament est inattaquable. Éléonore avait parfaitement le droit de disposer de ses biens selon sa volonté. La reconnaissance d'un fils naturel, bien qu'inhabituelle, n'enfreint aucune loi. Les avocats des 4 frères tentent de démontrer qu'Éléonore était déséquilibrée mentalement, mais tous les témoignages prouvent le contraire. La marquise était une femme brillante qui a géré sa plantation avec une remarquable compétence pendant des années. En septembre 1859, le verdict tombe. Le testament est validé. Adébáyọ̀ devient officiellement l'héritier légitime et le propriétaire de l'immense plantation. Les 4 frères disposent de 30 jours pour quitter la propriété. Par générosité, Adébáyọ̀ leur accorde une modeste somme d'argent, bien qu'ils ne leur doivent légalement rien. Édouard quitte Saint-Domingue dans la honte et la ruine. Philippe et Julien tentent de reconstruire leur vie ailleurs, mais leur réputation entachée les poursuit partout. Seul Charles reste dans la région et parvient à accepter la situation. Adébáyọ̀ se retrouve dans une position inimaginable pour un ancien esclave, propriétaire terrien libre et fortuné. La société locale réagit de manière contrastée. Certains planteurs refusent tout contact avec lui, d'autres reconnaissent pragmatiquement ses compétences. Il garde les esclaves de la plantation, mais améliore progressivement leurs conditions de vie avec de meilleurs logements, une nourriture décente et des soins médicaux. Il interdit formellement les châtiments corporels. Cette approche modérée lui attire des critiques de tous côtés. Les abolitionnistes radicaux l'accusent de perpétuer l'esclavage, tandis que les planteurs traditionnels le voient comme un révolutionnaire dangereux. Mais Adébáyọ̀ reste fidèle à ce qu'il croit être la volonté de sa mère, transformant lentement la plantation en exploitation modèle. Il passe des heures dans le bureau d'Éléonore, lisant ses journaux intimes qui révèlent une femme brillante et sensible, prisonnière d'un monde qui lui refusait toute liberté. 1 an après le procès, il fait ériger une stèle dans le jardin portant l'inscription « Éléonore de Saint-Domingue, 1806-1859, mère courageuse qui a choisi l'amour plutôt que la soumission ». Cette stèle devient un symbole puissant. Les femmes emprisonnées dans des mariages arrangés viennent la contempler secrètement. Les esclaves y voient un message d'espoir. En 1862, Adébáyọ̀ franchit une étape révolutionnaire. Il affranchit tous ses esclaves et instaure un système salarial, créant la première plantation de la région, fonctionnant entièrement avec de la main-d'œuvre libre. Son exemple inspire progressivement d'autres propriétaires progressistes, même si les autorités coloniales observent avec inquiétude cette brèche dangereuse dans l'ordre établi. Son dernier acte, ce testament scandaleux qui a choqué toute une région, était sa façon de lui dire « Tu es mon fils. Tu as toujours été mon fils. Et maintenant, le monde entier le saura. »